Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Ça m'embête de l'avouer, mais je crois que je ne ressens pas d'éco-anxiété. Ne vous méprenez pas. Je suis très au courant de l'état du monde, de la montée des eaux, du réchauffement climatique, de la 6e extinction de masse et des limites planétaires que nous franchissons les unes après les autres. Ces informations ne me réjouissent pas et je suis profondément exaspérée par l'inaction climatique des gens qui nous gouvernent, mais je ne dirais pas que cela me crée de l'angoisse. Comme j'ai l'impression d'être une mauvaise personne, je passe régulièrement des tests en ligne pour mesurer mon niveau d'éco-anxiété, mais rien n'y fait. J'obtiens toujours le score le plus bas. Récemment, une amie, trop tétanisée par l'éco-anxiété, m'a posé un lapin car elle était incapable de sortir de chez elle. Et si je ne lui ai pas fait de reproches, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'elle exagérait. Pendant longtemps, je me suis même demandé si c'était pas un peu une arnaque, cette histoire d'éco-anxiété, un truc qu'on se dit dans certains milieux pour avoir l'air plus woke que les autres. Pourtant, des études récentes laissent penser que des éco-anxieux et des éco-anxieuses, il y en a. Et pas qu'un peu. Outre le fait que selon le dernier rapport annuel du CESE, Conseil économique, social et environnemental, 80% des Français et Françaises s'inquiètent des conséquences du dérèglement climatique sur le monde, une étude de l'Obceca, le premier observatoire français de l'éco-anxiété, suggère qu'il y aurait en France 2,5 millions de personnes éco-anxieuses en état de devoir consulter un psychothérapeute. Sur Instagram, je vous ai demandé comment se manifestait votre éco-anxiété à vous. Vous êtes plusieurs à m'avoir confié que vous étiez en panique pour le futur de vos enfants. Et ce, même si parfois, ces enfants n'existent pas encore. Vous êtes beaucoup aussi à m'avoir parlé de comment les catastrophes naturelles à répétition vous dépriment, au point que cela vous empêche parfois carrément de sortir de votre lit. Vous m'avez raconté vos crises d'angoisse dans les rayons pleins de plastique du supermarché. Vous m'avez parlé de tachycardie, de maux de ventre, de plaques rouges sur le corps, de problèmes de concentration, de sueur nocturne, d'insomnie et d'un sentiment de désespoir irrépressible lorsque vous constatez que vos proches continuent à prendre l'avion comme si de rien n'était. Alors dans cet épisode, je voudrais qu'on se penche un peu plus sur cette notion d'éco-anxiété. Que dit-elle de nous ? Pourquoi ne nous touche-t-elle pas tous et toutes de la même façon ? Ne pas en ressentir est-il le symptôme d'un déni, de trop de privilèges, d'une absence d'empathie pour la planète ou tout simplement du fait que nous avons d'autres problèmes plus urgents à régler ? Et puis surtout, que faut-il faire de toute cette éco-anxiété ? Pour répondre à ces questions, j'ai convié 3 personnes qui, chacune à leur manière, en connaissent un rayon sur le sujet. Canel Fourdrinier, Ala Bounaïdja Rajdi et Tanguy Descamps, bienvenue, vous pouvez les applaudir. On va commencer par toi, Ala. Tu es conférencière, formatrice et activiste écoféministe décoloniale. En 2 mots, qu'est-ce que c'est que l'écoféminisme décolonial ? Alors, l'écoféminisme décolonial, c'est un mouvement dans lequel on articule les questions de féminisme, les questions climatiques, avec une approche décoloniale, donc articulée avec tous les rapports de domination et d'oppression en lien avec la colonisation, l'esclavage et ce qu'on appelle la post-colonialité. Tu travailles pour Greenpeace France, qui est une organisation qui cherche à bâtir un mouvement interreligieux pour la justice climatique et sociale. Tu es aussi impliquée dans l'association d'éducation populaire Une idée dans la tête. Et au sein du mouvement climatique français, tu travailles sur la question des nouveaux récits, de la mobilisation des publics marginalisés et la question de l'inclusion, de la représentativité. Est-ce que dans ton expérience, parce qu'on entend souvent que c'est difficile de mobiliser des personnes marginalisées, notamment sur les questions environnementales, est-ce que c'est vrai pour toi ? Alors, on me pose beaucoup la question, comment est-ce qu'on fait pour parler à ceux qui ne sont pas intéressés par la thématique de climat ? Et ma réponse en général, c'est que ils sont intéressés. C'est juste que il y a une différence entre le climat et le mouvement climat, et qu'il y a des ponts à franchir ou à bâtir, en tout cas, entre des milieux qui sont différents et qui sont pour certains des milieux où on domine en fait les publics qu'on souhaite atteindre. Canel Fourdrinier, bienvenue. Tu es militante afroféministe, anticolonialiste et écologiste. On te connaît notamment pour un documentaire qui s'appelle Décolonisons l'écologie, qui a été réalisé en 2021. Plus généralement, tu milites pour la réparation des dommages liés à l'utilisation des pesticides dans les Antilles françaises et tu es également la porte-parole de l'association écoféministe et antiraciste Les Impactrices. Est-ce que... Il y en a dans le public apparemment. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qui sont les Impactrices et en quoi c'est une nouvelle voie importante sur les questions environnementales ?
Merci. Les Impactrices, c'est une association écoféministe antiraciste, comme tu le disais, et qui vise à faire entendre, à visibiliser la diversité des voix dans le mouvement climat, qui reste quand même très majoritairement blanc, en tout cas qui est monopolisé par des personnes blanches et étant de catégories socio-professionnelles élevées, mais qui ne sont pas représentatives de l'ensemble des voix qui luttent pour la justice environnementale et sociale. Et donc les Impactrices, c'est un réseau de femmes et de minorités qui vise justement à insuffler de l'innovation dans le mouvement climat et à le rendre efficient en luttant justement contre le patriarcat, contre le colonialisme, qui sont justement à l'origine du marasme environnemental, social et économique qu'on vit actuellement, parce que les femmes ont 14 fois plus de chances de mourir face au dérèglement climatique, et ce nombre peut être augmenté si on parle de femmes racisées, d'où l'importance des Impactrices. Tanguy Descamps, je me tourne vers toi. Tu te définis comme un citoyen engagé pour un monde viable et enviable. Tu milites pour une radicalité raisonnable face à la crise écologique. Tu as coordonné le livre Basculons dans un monde vivable, publié chez Actes Sud en 2022. Tu donnes des cours notamment sur les questions de limites planétaires ou de bascule écologique, et tu as coécrit avec Maxime Olivier un livre qui s'appelle Vivre avec l'éco-anxiété, l'éco-lucidité, publié en 2024. Alors c'est un petit livre facile à lire, très accessible. Pour qui, pourquoi vous l'avez écrit ? Alors en fait, on nous a proposé d'écrire ce livre sur le sujet de l'éco-anxiété, aussi pour interroger ce terme et voir vraiment ce qu'on y mettait derrière. Donc nous, notre envie, c'était vraiment de redéfinir ce terme, d'inventer aussi d'autres termes comme celui d'éco-lucidité, de politico-anxiété, dont on pourra peut-être reparler. Et puis l'idée, c'est que ça soit vraiment un livre assez court, accessible à toutes les personnes qui veulent s'informer sur le sujet et poursuivre leur engagement. Alors je voulais demander, pour commencer à tous les trois, est-ce que vous vous qualifiez de personnes éco-anxieuses ? Est-ce que vous vivez de l'éco-anxiété, vous faites de l'éco-anxiété ? Alors, je dirais pas que je me qualifie d'éco-anxieuse, mais oui, il y a des situations où je peux vivre de l'éco-anxiété pour ma part, oui. De même, je me dirais pas éco-anxieuse non plus, parce que je me retrouve pas derrière la définition et ce que sous-tend en termes de paradigme ce qualificatif. Mais oui, j'ai un trouble anxieux généralisé et qui est aussi directement lié à la destruction de mon île, la Martinique, et de mes proches qui y vivent du fait du colonialisme qui est à l'origine de la crise climatique que je préfère nommer crise de la modernité. On va y revenir un peu sur la question des limites de ce terme. Tanguy, toi, est-ce que tu es quelqu'un d'éco-anxieux ? Aujourd'hui, je dirais que ça dépend des moments, et je pense que j'ai été éco-anxieux en 2018, au moment de ma prise de conscience écologique, mais que je ne pouvais pas nommer ça de l'éco-anxiété encore ou de l'éco-lucidité. C'est-à-dire que je n'avais pas encore le mot pour décrire ce que je vivais. Alors justement, je voudrais qu'on reparte de ça, définir ensemble l'éco-anxiété. C'est quelque chose que vous avez fait dans votre livre, Tanguy. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est l'éco-anxiété ? Comment ça se définit ? Alors, l'éco-anxiété, c'est un mot qui a une histoire et qui, du coup, a aussi des définitions qui ont évolué et qui sont changeantes. Donc, c'est apparu pour la première fois en 1970 sous la plume d'un historien qui s'appelle Théodore Roszak. Puis, ça a été redéfini ensuite, notamment au Québec, avec Véronique Lapège dans les années 90. Et nous, la définition qu'on a choisi de garder dans le livre, c'est celle d'une psychologue qui s'appelle Suzanne Clayton et qui définit l'éco-anxiété comme l'anxiété liée aux conséquences actuelles et futures du changement climatique et au manque d'action à son égard. Alors elle parle que du changement climatique. Nous, on a voulu élargir ça à ce qu'on appelle la théorie du donut. Donc on prend en compte l'anxiété liée au dépassement des 9 limites planétaires et aussi l'anxiété liée au dépassement de ce qu'on appelle le plancher social, à savoir le fait que des personnes ne puissent pas se nourrir, se loger aujourd'hui en France et dans le monde. Et ça fait partie de la définition qu'on donne de l'éco-anxiété et de l'éco-lucidité au sens un peu plus large. Est-ce que dans l'éco-anxiété, on retrouve aussi la nostalgie d'une planète plus pure, en gros, pour le dire comme ça, ou ça, c'est autre chose ? Ça rejoindrait plutôt le terme de solastalgie, pour le coup. La solastalgie, ça va être défini par Baptiste Morisot comme l'angoisse de voir le pays qui nous quitte. Donc c'est vraiment, j'ai connu un environnement, je le vois se détériorer, je vis de la solastalgie. L'éco-anxiété, c'est un sentiment qui va plutôt être ancré dans le présent et tourné aussi vers le futur. C'est une crainte de l'avenir assez forte. Et d'ailleurs, éco-anxiété est un mot incomplet, clairement, pour résumer toutes les émotions qu'on peut avoir face à l'état du monde. Oui, c'est ce que j'allais dire, et c'est aussi ce que j'essayais de dire dans mon intro, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on n'a pas un sentiment d'anxiété qu'on n'a pas d'autres émotions liées à la crise des écosystèmes. Tu parles par exemple d'éco-colère, quelles peuvent être les éco-émotions que tu identifies, toi ? Y a
plein d'émotions qui sont possibles. En fait, les psychologues disent que éco-anxiété, c'est un mot parapluie, en quelque sorte. C'est-à-dire que sous ce mot, il y a plein d'émotions qui sont cachées et qui vont être peu médiatisées. Mais c'est vrai qu'on peut parler d'éco-colère, d'éco-tristesse. Frédéric Lordon avait dit à un moment, moi je suis éco-furieux. Et puis on pourrait aussi parler potentiellement d'émotions positives. Et puis on pourrait aussi interroger le fait qu'on mette le préfixe éco devant cette anxiété. Parce que par exemple, médiatiquement, on ne va pas du tout parler de socio-anxiété, alors que probablement il y a beaucoup de personnes qui ressentent une anxiété liée à des sujets sociaux dont je parlais avant, à savoir l'impossibilité de se loger, d'avoir accès à une alimentation saine et de qualité. Et donc ça fait aussi partie des limites de ce terme, et c'est pour ça que nous, on va vers explorer des termes comme par exemple celui d'anxiété systémique, qui a été mis en avant, ou celui aussi de politico-anxiété, qui vient englober d'autres sujets. On parle aussi, moi je sais qu'avec mes proches, on parle de plus en plus de facho-anxiété, liée à la montée du fascisme. C'est une expression qui peut, je vois des mains qui se lèvent, vous avez l'air d'accord dans le public. Est-ce que on reproche aussi à ce terme d'éco-anxiété parfois de psychologiser un peu une question qui est plus politique? Est-ce que vous voulez bien expliquer, l'un ou l'une de vous, en quoi est-ce que l'éco-anxiété parfois c'est un peu psychologisant? Je pense que le problème derrière l'éco-anxiété, c'est que ça appelle à une pathologisation et du coup à une individualisation du problème qui est d'ordre systémique et collectif. Et effectivement, je dis pas qu'il faut pas prendre en charge les symptômes de l'éco-anxiété, qu'il faut pas consulter un psychologue, une psychologue ou un ou une psychiatre quand on en a besoin. En revanche, je trouve que ça constitue un véritable danger que de la pathologiser parce que ça pousse à l'inaction ou en tout cas ça contraint à l'immobilisme. Sauf à agir pour soi-même. Et je trouve qu'en ça a ses limites. D'ailleurs, je pense que c'est important de préciser que l'éco-anxiété n'est pas considérée comme une maladie du tout. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de souffrance, mais ce n'est pas une maladie. Tanguy, c'est bien ça. Hein. Ouais, en fait, il y a vraiment une différence entre la manière dont l'éco-anxiété va être définie par les psychologues, où franchement, dans toutes les définitions qu'on a trouvées, à chaque fois, il y a cette idée que ce n'est pas une pathologie. C'est pas quelque chose à aller absolument soigner. Par contre, la manière dont le terme est utilisé médiatiquement tord en quelque sorte la définition initiale et a tendance effectivement à individualiser et à pathologiser ça, ce qui est un problème. Mais il y a aussi l'enjeu que le terme éco, quand il est appliqué à l'anxiété, en fait, le terme éco ou tout ce qui touche à l'écologie ne qualifie généralement qu'une certaine catégorie de la population. Pour les mêmes en fait, situations, symptômes ou tout ce que vous voulez, on va qualifier d'éco-anxieux une personne blanche, plutôt CSP+, etc., plutôt que des personnes marginalisées, multimarginalisées, racisées, rurales, etc. Donc, il y a aussi un enjeu politique à qui on attribue le terme éco-anxiété, qui est-ce qui a droit et surtout qui est-ce qui n'y a pas droit. Oui, j'allais dire, à la Cannelle, c'est ce que vous disiez en introduction, que vous, c'est pas forcément un terme dans lequel vous vous reconnaissez, alors que vous comprenez en gros les symptômes. Est-ce que vous voulez bien expliquer un petit peu plus pourquoi vous vous reconnaissez pas dans ce mot-là ? Moi personnellement, tout comme Cannelle, en fait, l'anxiété, moi je vis avec. J'ai un syndrome anxieux et il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir des crises d'angoisse ou en tout cas de traverser des choses très difficiles en pensant à l'avenir de la planète ou au climat, etc. Néanmoins, je ne considère pas que ce terme-là s'applique forcément à moi, ou j'ai pas envie de m'en emparer sous cette forme-là, parce que ma réalité, elle est différente. Dans l'éco-anxiété telle que un peu admise aujourd'hui, la définition serait plutôt mainstream, serait plutôt la peur de ce qui va advenir. Quand on est une personne issue de communautés marginalisées, multimarginalisées, c'est la peur de ce qu'il y a eu et de ce qu'il y a encore aujourd'hui. Donc du coup, je peux tout à fait avoir des réactions d'anxiété en pensant au futur, mais j'ai aussi eu, malheureusement, et j'ai toujours des réactions d'anxiété en pensant à la destruction immédiate de mon monde. Aujourd'hui, il y a quand même un écocide qui est aussi un génocide qui a cours en Palestine. C'est la destruction immédiate de vie et du vivant. Mais on va aussi parler du Congo. Au Congo, il y a une destruction depuis des années immédiate de la vie et du vivant. Tout comme il y a une destruction immédiate de la vie et du vivant au Soudan, tout comme il y a une destruction immédiate de la vie et du vivant chaque année en Méditerranée, parce qu'il y a des personnes qu'on laisse se noyer plutôt que de les accueillir. Et les causes de cette éco-anxiété-là, c'est pas le carbone, c'est pas les émissions CO2, c'est le fait d'avoir des frontières, c'est le fait que la France soit l'un des pays vendeurs d'armes qui pourvoit le génocide, c'est le fait que les puissances occidentales soutiennent le colonialisme, c'est le fait qu'aujourd'hui, en fait,
une partie des personnes qui sont sur un territoire dit français en Kanaki. Nouvelle-Calédonie, c'est le nom qui est colonial, mais en Kanaki, en fait, aujourd'hui, les forces de l'ordre françaises et des milices d'extrême droite françaises sont en train de commettre, de tuer, de détruire un écosystème. Et il y a des personnes en face qui luttent pour se libérer, mais qui vivent dans une éco-anxiété générale et totale. Et en fait, à ces gens-là, on n'applique pas ce terme-là. Donc, elles ne s'en revendiquent pas non plus. On ne leur applique pas. Donc, du coup, moi, je me questionne sur à qui ça sert l'éco-anxiété sur le point de vue, d'un point de vue politique ou autre. Pour moi, c'est un terme aujourd'hui qui est réservé à une classe dominante et qui est aussi un prétexte. Parce que souvent, dans les rapports d'oppression et de domination, on oppose à une violence réelle, concrète et létale qui mène à la destruction de la vie et du vivant, les dominants opposent un sentiment d'insécurité, un sentiment de peur par rapport à l'avenir, mais un sentiment de peur, ça n'équivaut pas en fait à la violence exercée collectivement par les personnes blanches et occidentales sur le reste de l'humanité et qui conduit à la destruction. Et donc du coup, moi j'ai un problème avec ce terme qui est aujourd'hui en fait il est politiquement revendiqué par les oppresseurs de la planète, alors que dans sa réelle définition, il devrait plutôt être appliqué aux opprimés de cette planète, à leurs opprimés et à ceux qui sont en lutte contre l'occidentalisme, contre la suprématie blanche, contre en fait toutes les formes de destruction de la planète. Je me demandais si vous connaissiez les conditions d'émergence de ce terme justement, et parce que moi quand je pense à ce terme, je me dis, je pense par exemple à des membres de ma famille qui n'ont un peu rien à foutre de la planète, même s'ils ont évolué ces derniers temps, mais disons il y a 10 ans, leur parler d'éco-anxiété, c'était une manière de leur dire mais en fait on va mal, et notamment les jeunes. On va mal vis-à-vis de ce qui se passe sur notre planète. Donc en fait, écoutez-nous et aidez-nous. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension performative à ce terme, ou cette idée en fait d'avoir besoin d'un terme pour exprimer notre détresse en réalité? Je pense que s'il y a une dimension performative derrière le terme, et je souscris à tout ce qu'a dit Hala à ce propos. Mais d'ailleurs, hier, j'ai fait la recherche, je me suis posée devant YouTube et je me suis dit, je vais taper éco-anxiété pour voir quelle était la représentation, justement, médiatique de l'éco-anxiété. Et effectivement, ce ne sont que des personnes blanches, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui sont d'ailleurs beaucoup plus préoccupées et concernées par les questions environnementales et par l'éco-anxiété que les hommes, à l'instar des minorités. Mais je pense que tout le problème réside dans qu'est-ce qu'on met derrière le terme d'éco-anxiété, qu'est-ce qu'on met derrière le terme d'écologie, en fait, aussi, tout simplement. Parce que, pour moi, l'éco-anxiété, ça renvoie aussi à une vision très dépolitisée de l'écologie, ça renvoie à une nature complètement dépeuplée, notamment des personnes racisées, et ça renvoie à un mouvement qui a plus d'empathie pour des animaux, et pour une biodiversité dont on exclut toute une partie de l'humanité, que justement pour cette partie exclue de l'humanité. Donc oui, il y a une dimension performative qui consiste à dire il y a un problème, il faut agir de façon imminente, et vous avez une responsabilité et une dette au vu de l'état dans lequel vous nous laissez ce monde. Néanmoins, de quel monde on parle ? On parle d'un monde dominé par des personnes blanches qui éprouvent de l'éco-anxiété parce que finalement, ce à quoi ça les renvoie, c'est à la destruction du système dont elles bénéficient. Et c'est en ça que le terme d'éco-anxiété me dérange. Tout le monde devrait ressentir de l'éco-anxiété si on met derrière le terme d'écologie une lutte contre le colonialisme qui est à l'origine en fait de la nécessité du mouvement écolo. Tout le monde devrait ressentir de l'éco-anxiété face à ce qui se passe actuellement en Palestine, face à ce qui se passe actuellement au Congo. C'est une destruction, à proprement parler, de la biodiversité en fait. On est en train d'exterminer des populations entières. Et quand on tape sur Google Palestine écologie, ce sur quoi on tombe, c'est les bombes causent tant de tonnes de gaz à émission effet de serre. Mais il n'est pas là le problème en fait. Oui, c'est un problème. Oui, il y a un problème de pollution des eaux, il y a un problème de pollution des sols. Mais le problème majeur, ça reste l'éradication d'une population entière. Je voulais juste simplement repréciser aussi que selon l'étude de l'Obsécal que je citais en intro, contrairement à ce qu'on pense, le niveau de diplôme, en tout cas en France par exemple, n'influe pas. On a souvent tendance à penser que l'éco-anxiété, ça serait un truc, je sais pas, de gens qui ont fait des études supérieures, qui sont très sensibles à des points très précis des enjeux climat. Mais en fait, pas du tout. Ça touche absolument tout le monde, toutes les classes sociales, un peu plus les femmes que les hommes, et globalement toute la population, sauf les personnes retraitées, qui sont un peu moins intéressées par ces questions. Voilà, simplement pour repréciser ça. Je voulais qu'on passe avec vous du côté des solutions. Est-ce qu'il existe des solutions à l'éco-anxiété, qu'on continue à l'appeler comme ça d'ailleurs, ou qu'on l'appelle autrement? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un terme alternatif à proposer, ou est-ce qu'il faudrait qu'on en invente un?
Moi, je réfléchis à un terme, mais on n'en a pas encore, je pense. Ou alors peut-être un terme pour différencier le degré d'éco-anxiété. C'est quelque chose que moi-même, j'ai pu d'ailleurs expérimenter. Donc, je peux avoir de l'éco-anxiété, je vais le raconter maintenant du coup. J'ai pu avoir une crise d'angoisse dans un rayon de supermarché parce que j'étais au rayon laiterie et que je me suis arrêtée et que je me suis demandé d'où venaient les centaines de litres de lait qui étaient vendus là et comment étaient traitées les vaches, etc. Et ça m'a figé sur place. Et c'est quelque chose d'individuel c'est un sentiment qui est horrible et qui est individuel et que apparemment je suis pas la seule à avoir vécu dans un supermarché, mais je distingue ça de l'été dernier durant lequel il y a eu des méga feux en Algérie, dans la région d'où je suis originaire, où je suis née, où j'ai grandi, et où là en fait mon anxiété se manifestait pas du tout de la même manière, parce que de manière imminente je savais que des endroits où j'avais grandi, où j'étais allée, étaient en train d'être détruits par des feux. Je savais que des membres de ma famille, dont un qui est pompier, affrontaient les flammes. Je savais qu'en fait, tout ce que je connaissais, mon univers, là où je suis née, était en train d'être détruit. Et ça, c'est un sentiment qui est autre sur l'échelle. Si on devait faire une échelle de l'éco-anxiété, c'est un sentiment qui est autre, et c'est un sentiment qu'on ne peut pas détacher d'une lecture politique aussi. Alors justement, quand on est confronté à un sentiment d'éco-anxiété plus ou moins intense et qu'on est entouré de gens qui sont pas forcément aussi sensibles que nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez des solutions à proposer aux gens? Est-ce qu'il faut se couper de toute personne qui est moins sensible que soi à ces questions? Est-ce qu'il faut communiquer à tout prix? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux bien dire 2 mots là-dessus. En fait, il faut essayer de trouver une forme d'équilibre, parce que si on est en permanence dans la confrontation avec des personnes qui pensent pas comme nous, à un moment on finit par s'épuiser. Et si on reste en permanence dans un entre-soi avec des personnes qui sont que d'accord avec nous, on se détache aussi d'une partie de la société. Et donc nous, on estime que c'est nécessaire d'aller chercher une espèce de ligne de crête dans laquelle on va aller se ressourcer avec des personnes avec lesquelles on n'a pas trop à se poser de questions et on se sent bien à discuter avec elles. Et pour se ressourcer justement et être capable ensuite d'aller un petit peu plus au combat et dans la conviction auprès de personnes qui sont moins d'accord avec nous, en quelque sorte. Vous, c'est quoi vos outils, on va dire presque thérapeutiques, pour aller un tout petit peu mieux? Je sais que par exemple, Ala, toi, tu as fait une formation de sophrologue suite à cette histoire que tu nous racontais de crise d'angoisse dans un supermarché. Oui, suite à cette histoire et d'autres encore, où je me suis formée du coup à la sophrologie d'abord pour moi-même et puis après encore plus pour pouvoir pratiquer. Et oui, donc effectivement, il existe plein de formes de thérapie qui permettent de se sentir mieux, de gérer son anxiété, etc. Mais avec toujours une problématique qui est politique et sociale, c'est l'accès à ces thérapies-là. Moi, je sais que les personnes que je reçois, même en ayant des tarifs solidaires, même en ayant en offrant la gratuité, parfois, je sais que je n'arrive pas à aller chercher certaines personnes pour qui il y a une limite qui est sociale et sociétale, qui fait qu'elles ne franchissent pas le pas d'aller se faire aider. Mais il y a ces pratiques-là. Après, moi, j'ai commencé en tant que praticienne au départ en me posant des questions parce que je suis militante avant tout. Et très vite, je me suis dit que, en fait, je pouvais pas faire du bien-être mainstream et que le bien-être que je pouvais faire était politique. Et au final, les personnes qui viennent me voir ont fait autant des exercices pour gérer son stress que des moments où on échange des ressources et des moyens de se mobiliser concrètement. Moi, je crois qu'à un problème politique, on donne une réponse politique. C'est un problème qui est collectif, c'est un problème qui est dû à des rapports de domination, et la réponse, elle peut être que collective, et que, en essayant de se battre contre ce rapport de domination-là, de les dépasser, de les aplanir. Et donc, du coup, ce que je donnerais comme conseil, c'est oui, effectivement, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre santé mentale, faites des choses qui vous font vous sentir bien, mais donnez aussi de l'espace à votre anxiété, accueillez, donnez l'espace à votre colère. Parce qu'avec l'anxiété, en fait, il y a aussi la colère qui provoque un sentiment de révolte. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui se laisse cet espace-là. Et après ça, prenez le temps de parler à vos pairs, PAIRS. Prenez le temps de parler, en fait, à des personnes qui ont les mêmes problématiques que vous. Et vous allez voir que s'il y a 10, 20, 15 personnes qui ont les mêmes problématiques, vous allez très vite arriver à la conclusion que c'est systémique. Et dans ce cas-là, engagez-vous. Et de toutes les manières possibles, engagez-vous. Pour moi, c'est ça, en fait, les solutions.
c'est pas de rester, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas de l'individuel. On essaie de nous faire croire que la solution elle va être individuelle à un problème qui est collectif et systémique. Et on va revenir à ça, les pistes d'engagement qu'on peut imaginer. Avant ça, Canel, je voudrais te demander, toi, je sais que sur tes réseaux, outre des propos politiques, tu partages un peu tes outils. Toi, tu es confronté à un trouble anxieux généralisé, enfin, tu l'as été en tout cas, et tu partages tes outils autour de la danse, parfois autour de l'écriture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, nous expliquer en quoi ça fait du bien, peut-être si ça a des limites également? Alors oui, ça du coup c'est des solutions vraiment à mon échelle individuelle pour limiter les symptômes de mon trouble anxieux généralisé qui parfois peut être très incapacitant parce que paralysant. Et mon anxiété, elle génère aussi, elle génère et elle découle de beaucoup de colère. Et je transforme ma colère en créativité. Donc je peins, j'écris, je danse. Mais je pense que ce qu'il y a de plus efficient pour moi pour lutter contre, non pas l'éco-anxiété, mais ce que j'appellerais plutôt la déco-anxiété, c'est-à-dire une anxiété liée à l'écologie, mais sous un prisme décolonial. C'est un peu bancal, mais c'est la seule idée qui m'est venue. On approche un peu d'un nouveau terme. Je pense que d'ici la fin de cette conversation, on aura un mot. Ouais. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment c'est le lien qui révolutionne le monde et l'anxiété qui est générée par l'état du monde à venir, les catastrophes qui sont déjà présentes, qu'on vit en tout cas dans les pays colonisés et catastrophes à venir pour l'Occident. Pour moi, ce qui révolutionne le monde, c'est le lien. C'est le lien, donc c'est le fait de s'engager, de dialoguer avec même ne serait-ce que ses voisins. On n'est pas obligé de s'engager dans une asso. Il y a plein de façons de créer du lien et pour moi c'est vraiment ça qui révolutionne le monde, qui redonne un pouvoir d'action et qui permet de sortir justement de ce sentiment d'immobilisme et de cette fatalité à laquelle peut nous contraindre ce monde, à laquelle nous contraint d'ailleurs le monde justement. Donc ouais, moi je dirais vraiment s'investir dans des associations, donner de l'argent aussi. On n'est pas obligé de s'investir physiquement dans une asso si on n'en a pas l'énergie. On peut juste faire bénéficier de ces privilèges si on en jouit. Il y a d'autres associations qui en ont besoin. Vous pouvez donner d'ailleurs aux associations palestiniennes en ce moment qui en ont besoin. Donc voilà. Alors, je voudrais qu'on se tourne un instant sur la question des éco-gestes parce que on en discute un peu depuis quelques années, cette limite de faire du zéro déchet. C'est souvent l'exemple qu'on donne. Tanguy, c'est quelque chose dont vous parlez dans votre livre. Est-ce que parfois le fait de se dire là je fais de l'éco-anxiété, donc je fais des petits gestes du quotidien pour la planète, je trie mes déchets, est-ce qu'il peut pas y avoir un côté un peu je me fais sur le coup ça fait un peu baisser mon éco-anxiété, mais en fait sur le coup ça change rien. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est totalement inutile? Il faut arrêter de faire du zéro déchet ou... Si on va là-dessus, les éco-gestes, c'est nécessaire mais largement insuffisant pour faire face aux problématiques auxquelles on est confronté. Et aujourd'hui, mettre l'accent sur les éco-gestes, c'est une manière de ne pas regarder l'éléphant au milieu de la pièce. Et effectivement, je vous rejoins sur le fait que la réponse, elle doit être politique, la réponse, elle doit être systémique. Et c'est pour ça que nous, on invite à la fin du livre à vraiment aller vers un engagement pour quelque chose de plus grand que soi. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité d'accueillir ces émotions, d'essayer d'identifier à quoi elles sont liées, de les partager ensuite à d'autres personnes, mais justement que ce partage soit fertile ensuite et qu'il mène à une action qui va être par exemple une lutte quelle qu'elle soit. Ça peut être une lutte contre un grand projet inutile, une lutte pour un soutien à un peuple comme le peuple palestinien par exemple. Et voilà, donc vraiment il faut que... Moi, j'irais plus vers le terme de lucidité, en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous porte davantage, parce que médiatiquement, le terme d'anxiété, il va être énormément associé à c'est des catastrophistes, c'est des personnes qui pensent que tout va mal et qu'on peut rien faire. Alors que, en fait, c'est normal d'avoir cette anxiété-là. Ça relève d'une lucidité face à l'état du monde, et cette lucidité, elle nous porte pour ensuite aller vers des actions beaucoup plus politiques et larges. Et justement, j'ai l'impression que souvent, quand on parle de ça à des personnes qui n'ont pas forcément d'engagement militant ou associatif, on va vous répondre oui, mais je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas vers où aller. Comment on fait pour trouver sa place? Comment on fait pour savoir où aller, vers quelle association, quel engagement se tourner, quel moyen de lutte? Moi, je dirais déjà s'informer. Je pense que ça me semble être le prérequis avant toute action, c'est de s'informer. Et puis juste de connaître la vie de son quartier en fait. Enfin moi je sais que dans mon quartier il y a une vie culturelle et associative foisonnante et il suffit pas d'aller bien loin pour commencer à s'engager. On peut aussi très bien demander à Google qui est un très bon ami justement pour trouver des associations dans lesquelles s'engager. Ouais. Moi je pense que oui effectivement ça commence déjà localement et peut-être creuser en fait à partir des premières questions qu'on se pose. Il y a des questions qui vont mobiliser
C'est des questions qui vont peut-être provoquer l'éco-anxiété ou l'éco-lucidité ou peu importe comment on l'appelle, et commencer à creuser en fait cette thématique-là, mais ne pas s'arrêter là et ne pas s'arrêter à l'écoute de personnes qui nous ressemblent et qui ont les mêmes avis, mais plutôt aller chercher les différentes en fait manières dont ce sujet-là est perçu et vu. Regarder surtout, donner plus de crédit aux personnes qui sont minorisées dans la société. Donc, moins les personnes sont privilégiées quand elles parlent d'une situation, plus leur discours est complexe, parce que dedans elles mettent leur réalité, que les réalités sont complexes et qu'elles sont obligées de faire des liens qui sont pas facilement établis quand on connaît pas le sujet ou qu'on n'est pas concerné par certaines oppressions. Donc aller écouter les voix les plus marginales sur les sujets qui nous intéressent au départ, c'est une bonne porte d'entrée. Et ensuite, creuser, et en fait, c'est de l'éducation quotidienne, hein, c'est au quotidien qu'on apprend. Et sur les moyens d'action, est-ce que vous pensez que à terme, ça serait bien que, je sais pas, tout le monde se mette à faire de la désobéissance civile ou des actions choc comme celle-ci ? Si tout le monde se mettait à faire de la désobéissance civile, on ferait une révolution. Moi, je suis pour. Peut-être pas les autres. Pareil. Mais sur la désobéissance civile, déjà, il y a l'image qu'on a, et il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Hein. Préparer une action de désobéissance civile, ça nécessite beaucoup de choses. Pour en faire, je sais qu'il existe plusieurs rôles, et en fait, on n'est pas obligé d'être les personnes qui sont devant, qui se mettent physiquement en danger ou autre, et qui vont bloquer ou autre. On peut en fait participer de différentes manières à la désobéissance civile. Et par exemple, si on ne souhaite pas aller sur le terrain, moi je pense que tout le monde ne devrait pas aller sur le terrain, parce que le terrain n'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde pourrait et devrait relayer en fait le message derrière, pas relayer les images de violence ou je sais pas ce qu'on nous présente, mais relayer le message derrière, les revendications derrière, s'en emparer, décider en fait qu'à un moment, l'information qu'on nous donne via les médias ou autres n'est pas en fait le centre de nos vies et n'est pas la seule manière de raconter l'histoire, et décider que soi-même on va la raconter, c'est un acte de désobéissance civile auquel j'invite tout le monde à participer. Et je pense même que c'est vital en ce moment que de s'engager dans des actions de désobéissance civile, à participer à des manifestations, parce qu'on assiste à une avancée du curseur de l'extrême droite qui est le corollaire aussi de la répression des mobilisations collectives. Et je crois qu'il y a vraiment un enjeu à agir dans l'ici et dans le maintenant pour ne pas accepter cette répression croissante. Et comment faire pour des personnes qui vont pas forcément faire un immense pas vers, on parlait de désobéissance civile par exemple, qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Est-ce que, Tanguy par exemple, parce que je sais pas, t'as des associations que tu conseilles de rejoindre, des actes qu'on peut faire, qu'on peut commencer à faire ? En fait, on peut quitter cette conversation, sortir de We Love Green et se mettre à faire quelque chose. Par quoi on commence ? Alors moi, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, enfin je crois, j'ai l'impression qu'il faut une radicalité, une ambition sur le fond, mais une diversité des formes d'engagement. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de personnes qui vont devenir assistantes parlementaires auprès d'un député qui défend des causes, disons plutôt de gauche, écologistes, etc., et qui vont batailler au niveau du Parlement européen ou du Parlement français pour que des lois passent en s'alliant avec des activistes qui vont être sur le terrain, ou des personnes qui vont faire de la désobéissance civile, ou des médias indépendants qui vont se faire le relais de leur cause. Et il y a vraiment besoin d'une alliance en fait, de cette toile de l'engagement. Donc pour citer quelques exemples, le truc par exemple, je dirais le plus accessible en entreprise, ça va être la fresque du climat, ça va être peut-être le premier pas qui est sûrement très insuffisant, mais qui va permettre de mettre le sujet sur la table. Tu peux expliquer en 2 mots les fresques du climat ? Ouais, la fresque du climat, c'est un atelier de sensibilisation qui permet de comprendre le changement climatique, qu'est-ce que c'est, d'où est-ce que ça vient et quelles en sont les conséquences. Donc déjà, de comprendre le phénomène scientifique, ça peut aider. Après, voilà, moi, c'est mon prisme, effectivement, qui est très écologique, qui met en avant la fresque du climat, mais je pense qu'il faut mettre en avant aussi des associations de désobéissance civile, comme Dernière Rénovation, qui avait fait parler d'elle ces 2 dernières années. Je peux compléter. Du coup, je pense qu'il y a quelque chose de très simple à faire. C'est s'asseoir et se demander qu'est-ce qu'on a comme privilège, à quoi on a accès facilement. Et en fait, s'il y a une chose facile qu'on peut faire et qui permet de faire avancer collectivement les luttes, c'est de prêter ses privilèges. Voilà. Par exemple, j'ai accès à un local,
Il y a plein d'organisations qui n'ont pas accès, plein de gens, parce que en fait, la discrimination, par exemple, pour accéder à un logement, c'est la même aussi pour louer une salle. Et ben en fait, je décide que à mon nom, parce que je m'appelle Jean-Michel Dupont, je peux avoir accès à une salle. Je vais louer cette salle à mon nom pour qu'une association de personnes, je sais pas, qui aide les personnes primo-arrivantes ou en exil, puisse y avoir accès, parce que sinon elles n'y ont pas accès. Ça peut être prêter mes talents. Je suis graphiste, je fais des sites, mais aussi j'ai une camionnette et je peux transporter du matériel. Et ben en fait, je prête ce privilège. Ça peut être aussi, lorsqu'on est dans des actions, manifestations, etc., se dire je suis moins à même d'être violenté par la police, même si de moins en moins de monde aujourd'hui n'est à même de se faire violenter par la police. Mais en tout cas, je ne vais pas avoir les mêmes conséquences. Moi, je vais peut-être aller en garde à vue, mais on va pas me mettre dans un centre et me renvoyer dans mon pays, ou je vais pas finir en prison, où on va pas me tuer parce que je suis noire ou arabe. Donc du coup, en fait, je vais plutôt me mettre devant les forces de l'ordre. Je vais plutôt défendre les personnes les plus minorisées. Ça peut être aussi prêter son privilège en donnant de l'argent. Ça peut être prêter son privilège en posant des sujets sur la table. Moi, je suis d'accord, ok, la fresque du climat, c'est un tout petit premier pas. Mais en fait, lorsque vous avez plus de connaissances que ce que la fresque offre, dire... en fait, génial, vous avez fait cette fresque du climat. Cette fresque du climat, elle est incomplète parce qu'elle n'a pas une approche à 360 degrés, elle a une approche pas décoloniale et du coup, elle n'offre qu'une seule lecture. C'est aussi prêter son privilège quand on a une grosse communauté qui vous suit ou qu'on a accès à des lieux de parole. En fait, c'est de relayer la parole des personnes primo-concernées. Je vais relayer la parole, par exemple, de mes collègues en Tanzanie. Et je voulais vous demander peut-être de signer une pétition parce que au sein de l'organisation Green Faith, on lutte contre un projet de Total Energy qui est le projet ICOP, qui est un projet monstrueux. Et en fait, depuis le mois de mars, 10 de nos activistes en Tanzanie qui n'ont rien fait. En fait, ils ont juste fait une action pacifique, se font harceler, ont été emprisonnés, privés d'eau, privés de nourriture, subissent un harcèlement administratif. Ils se sont fait retirer leur téléphone sur lesquels il y a leurs moyens de paiement, donc n'ont pas de quoi payer. Et peut-être que prêter son privilège, c'est parler d'eux, comme je le fais aujourd'hui, et appeler justement à la mobilisation collective. Et en fait, on peut prêter son privilège de différentes manières, vraiment. Et ça permet aussi d'agir de là où on est, avec ce qu'on a, et en étant efficace. On n'est pas obligé de tous faire la même chose, et heureusement, parce que sinon, on aurait plein d'angles morts. Mais je voudrais qu'on termine cette conversation avec la question de la spiritualité. Est-ce que la spiritualité peut être un outil au service pour lutter en gros contre notre éco-anxiété ? Et quand je parle de spiritualité, je parle de plusieurs choses. Je parle d'abord de cette question de retisser des liens avec le vivant. Ça, c'est quelque chose dont on parle un petit peu depuis quelques années. Tanguy, tu veux bien expliquer ce que c'est et en quoi ça peut être un outil au service d'une lutte contre l'éco-anxiété ? Il y a une étude qui est sortie, il me semble, il y a 20 ans environ, qui dit que la génération d'enfants dont on fait partie ou qui est en train d'être éduquée, c'est celle qui est la plus déconnectée de ce qu'on peut appeler le vivant ou la nature de presque toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais été aussi éloigné et donc on a aussi une connaissance qui est très faible. Enfin, moi, à titre personnel, je sais beaucoup plus facilement repérer 10 logos de marques de vêtements que 10 essences d'arbres, par exemple. Donc ça va être un exemple du fait qu'on est très déconnecté et donc il faut réussir à faire en sorte que toutes les personnes puissent avoir accès à ce vivant qui est à la base notamment de notre alimentation. C'est-à-dire que nos besoins essentiels, ils sont pourvus par la nature qui nous entoure et moi j'ai eu l'occasion de faire par exemple des ateliers autour de l'alimentation avec des enfants en leur demandant « Ok, est-ce que ce que tu as dans ton assiette, tu peux me dessiner d'où est-ce que ça vient ? Est-ce que ça pousse dans un arbre ? Est-ce que ça pousse dans le sol ?» Et en fait, on se rend compte que les enfants ont souvent du mal à savoir où est-ce que ça pousse, mais sûrement que les adultes aussi. C'est-à-dire qu'ils vont dessiner des betteraves toutes carrées qui poussent dans les arbres parce qu'ils ne savent pas qu'une betterave, ça pousse dans le sol. Voilà. Et donc, par se reconnecter avec le vivant, au-delà de la formule peut-être un peu pompeuse, il y a vraiment cette idée de OK, de quoi est-ce qu'on dépend en fait pour notre subsistance ? Et on a vraiment perdu connaissance de ça. Je pense que la Covid, pour nous Européens, a vraiment remis ça en exergue, le fait qu'on était très déconnectés de l'origine de tout ce qui nous vient chez nous. Et donc la reconnexion avec le vivant, ça passe aussi par sûrement la reconnexion avec les gens dans un monde qui est très virtualisé aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à continuer à échanger de vive voix les uns les unes avec les autres en parallèle de tout ce qu'on peut faire sur les écrans ?
Si je t'ai posé cette question un peu dans une réflexion sur la spiritualité, c'est que pour moi, dans cette reconnexion avec le vivant, il y a quelque chose d'un peu sacré, en fait. Il y a quelque chose d'un peu, quelque chose à protéger, quelque chose qui parfois a pas l'air forcément très très rationnel et qui pourtant peut nourrir une espèce de quête, un peu comme un objectif, quasiment, un objectif spirituel en réalité. Ouais. Alors, je sais pas si je suis le meilleur placé pour parler de spiritualité. Je dirais que ce que je défends beaucoup, c'est la question de la beauté du monde. Moi, en fait, j'ai l'impression que dans ce qui me porte au quotidien, c'est vraiment cette idée de défendre la beauté du monde, la beauté de ce qu'on peut vivre aussi nous les uns avec les autres en tant qu'être humain. Donc ça va beaucoup me porter. Et après, je sais qu'il y a plein de collectifs, dont Greenface. On pourrait aussi citer Lutte et Contemplation, qui est plutôt chez les chrétiens, qui s'intéresse aussi à la spiritualité et aux liens entre écologie et spiritualité. Et vous, Alain Canel, et on terminera là-dessus, est-ce que vous utilisez la spiritualité au service d'une lutte contre votre éco-anxiété ? Moi, la spiritualité, c'est ce qui me porte depuis des années, ce qui me permet de poursuivre dans ma lutte. Mon culte, c'est l'ancestralité. Je pense que c'est quelque chose qui est très propre aux cultures afro-caribéennes. Et c'est ce qui me permet de me raccrocher à mes ancêtres qui m'insufflent de la résilience parce que la liberté, certes parcellaire et insatisfaisante dont je jouis aujourd'hui, c'est à elles et eux que je la dois. Et c'est ce qui me permet justement d'avoir un moteur pour poursuivre justement dans cette quête de liberté, dans cette lutte pour la liberté, et la mienne et celle des autres et des autres peuples opprimés. Donc pour moi, la spiritualité, c'est juste un essentiel. Je pense que sans ça, je ne pourrais absolument pas poursuivre. Alors, moi, la spiritualité, elle a une place dans ma vie. Je suis une personne croyante, pratiquante et spirituelle, mais elle a une place aussi dans mon travail puisque je travaille pour l'organisation Green Faith, qui est interreligieuse et climat et internationale, où du coup on a décidé d'articuler en fait la question de la spiritualité parce que il y a aucune religion sur cette terre, aucune spiritualité qui ne considère pas le vivant comme sacré ou comme en tout cas important, qui n'essaie pas de se connecter au vivant. Et on est parti du principe que les religions, c'est les premières ONG au monde, parce qu'à l'échelle planétaire, 8 personnes sur 10 déclarent avoir une spiritualité ou une religion, et qu'il n'existe pas un village, un lieu sur cette planète où il n'y a pas un endroit pour prier ou pour se réunir, sauf peut-être à Gaza maintenant qu'ils ont été détruits par les bombardements. Mais en tout cas, on considère que les ONG, elles font leur travail, mais que les religions peuvent être la première ONG au monde pour sensibiliser au lien avec le vivant, à partir des perspectives des différentes traditions spirituelles, mais aussi pour ne pas s'arrêter que là, pour articuler ce lien au vivant et au sacré avec de l'action, pour faire passer à l'action. Donc depuis 20 ans, l'organisation, elle existe et elle évolue elle aussi, parce qu'au départ, c'était très geste individuel. Aujourd'hui, c'est une organisation qui fait de la désobéissance civile avec des personnalités religieuses en habit, partout sur la planète. Et donc du coup, on évolue aussi en même temps qu'on essaie de faire passer dans les communautés religieuses le message que la vie est sacrée. On se le dit tout le temps, c'est dans nos prières ou dans nos pratiques. Maintenant qu'on a constaté ça et qu'elle est mise en danger, autant utiliser nos ressources spirituelles, comme toutes les autres ressources, pour articuler ça avec le politique et agir. Merci infiniment à tous les trois pour cette conversation. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Merci. Merci beaucoup, cher public de We Love Green. Merci, chers auditeurs qui nous écoutez. Pensez à vous abonner Encore Heureux, à nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Nous, on se donne rendez-vous sur Instagram @EncoreHeureuxPodcast. Sur le site de binge.audio, vous retrouverez aussi toutes les ressources dont vous avez besoin pour continuer à suivre nos invités. L'émission a été réalisée par Quentin Bresson et produite par Charlotte Bex. Merci beaucoup.